Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cette édition de 13h. D'abord, cette bonne nouvelle pour les marins-pêcheurs, ils ont obtenu la prolongation jusqu'au 15 octobre d'une aide à la trésorerie pour faire face à l'augmentation du prix du carburant, 50 centimes désormais pour le litre. Un nouveau décret a été publié au journal officiel du 5 juin. L'aide prend la forme d'une subvention de 20 centimes par litre versée directement sur présentation de leur facture de carburant. Paradoxalement, peu de marins-pêcheurs adhèrent à cette aide. On écoute à ce propos Charlie Vincent, président du comité régional des pêches. Il est interrogé par Éric Schimpfling. Il reste toujours la partie un peu plus compliquée à la pêche, c'est la partie administrative. Vous avez toujours des pêcheurs qui sont toujours réticents à amener tous les documents, même s'il y a un vrai accompagnement pour postuler à ces aides. Après, vous avez un petit retard aussi de paiement qui, des fois, peut décourager les entreprises à postuler. Mais dans l'ensemble, c'est surtout les pêcheurs qui font de pêcherie DCP en fait qui postulent à cette aide aujourd'hui. Les côtiers sont peu intéressés, sachant que le prix du carburant est très intéressant à ce stade et qui reste dans les limites de l'entreprise de pêche, des seuils à ne pas dépasser. Donc du coup, c'est surtout la pêcherie DCP qui est intéressée. Dans l'actualité nationale, la présidente de l'Assemblée nationale a empêché le vote de la proposition de loi du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires visant à revenir à la retraite à 62 ans. Les oppositions évoquent une décision inédite depuis 1958 et une crise démocratique et institutionnelle majeure. Les députés Lyot ont retiré leur proposition de loi et la France insoumise a déposé une motion de censure. À l'Assemblée nationale, on retrouve Laurence Théatin et Leïla Zelouna. La séance a été très agitée avec des prises de parole au ton grave et solennel des oppositions, à l'exception du président du groupe Les Républicains, des oppositions pour qui la présidente de l'Assemblée nationale a failli à son rôle de garante de l'institution. Avec nous, Olivier Servat, porte-parole du groupe Lyot. Olivier Servat, bonjour. Vous avez décidé de retirer votre proposition de loi abrogeant le report de l'âge légal de la retraite. Oui, effectivement, en tant que groupe responsable d'opposition construction, le groupe Lyot a voulu signaler à ce gouvernement qu'on n'avait jamais encore voté à l'hémicycle sur cette proposition de loi de l'âge de 64 ans. Donc ils ont tout fait en utilisant vraiment des dénis de démocratie éhontés. Alors même qu'en bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi a été jugée recevable par la présidente, là, elle vient de juger irrecevable cet article 1. Donc, on a privé les parlementaires, les seuls représentants du peuple au niveau national, de deux outils fondamentaux. Le droit de déposer des PPL, donc on juge de l'article 40 finalement de façon sélective, et aussi le droit de déposer des amendements. La présidente de la commission Affaires sociales a refusé un certain nombre d'amendements. Donc, en responsabilité, puisque ce texte a été vidé de sa substance, nous le retirons parce que nous avons fait notre travail et surtout parce qu'il y a d'autres propositions de loi à suivre. Aujourd'hui, on constate que c'est l'exécutif et le président de la République qui ont décidé au nom de l'Assemblée nationale. C'est un bafouement d'un article de Constitution, justement, de séparation des fonctions exécutives, législatives, judiciaires. Merci Olivier Servat. Le groupe Lyot qui va donc effectivement examiner sa proposition de loi sur la continuité territoriale qui est beaucoup plus consensuelle. Merci Laurence. Après 8 heures de débat, le 17e congrès des élus de Guadeloupe s'est achevé assez tôt finalement à Basse-Terre. 153 préconisations ont été présentées et 2 résolutions ont été adoptées par les congressistes. Que faut-il retenir de cette journée de travail entre élus? Le résumé avec Lydia Quérin et Alexandre Ouda et Christian Dorquin. À l'article 1, de demander au gouvernement d'inscrire la Guadeloupe dans le projet de réforme constitutionnelle. Résolution adoptée à l'unanimité. La première acte les 153 préconisations présentées par les rapporteurs. Développement économique, continuité territoriale, santé et solidarité. Le spectre est large. Des sujets qui intéressent la population. On n'a pas parlé que de l'évolution statutaire ou institutionnelle. C'est un congrès qui a eu vraiment du sens. Moi, j'y ai assisté aux 16 premiers congrès depuis 2001. Moi, je trouve que ce congrès a été de qualité. Nous devons accompagner ces décisions en tant qu'élus pour porter une réponse à nos populations. Nous ne pouvons pas porter toutes les réponses. Je pense qu'il y a des réponses sur lesquelles nous pouvons déjà travailler et sur lesquelles nous pourrions avancer déjà, ne serait-ce que l'insertion. On a parlé de la petite enfance,
Dans les détails, on n'a pas parlé dans tout le détail, mais nous avons le vieillissement qui nous attend. Résolution numéro 2, fin du statu quo actuel des instances institutionnelles de l'archipel. Ensemble, les élus se donnent 6 mois pour avancer sur ce dossier très controversé. Nous ne sommes pas prêts. C'est de bonnes propositions des 153, mais les 153, c'est un droit constant. C'est dans le cadre de la Constitution actuelle. On travaille pour M. Carinco et pour Mme Borne. On travaille pour M. Chalus et pour M. Losmar. Ça va leur servir pour faire des propositions et des délibérations. Mais en ce qui concerne le travail de législation, le travail de légiste, c'est-à-dire de rédiger la loi, bien rien. J'espère qu'après ces 6 mois, on pourra ressortir quelque chose de concret pour les Guadeloupéens, parce que c'est ce qu'ils demandent, un changement de statutaire ou un changement institutionnel, une assemblée unique, en tout cas le vote prochain d'une assemblée unique. On verra, mais dans tous les cas, restons attentifs à ces travaux dans les 6 mois à venir. Quoi qu'il en soit, les élus l'assurent, la population guadeloupéenne sera consultée sur le sujet. Prochaine étape, le comité interministériel des Outre-mer. Rendez-vous le 3 juillet. Un congrès sur lequel nous reviendrons dans un instant dans notre rubrique Focus avec Guy Losbar, le président du conseil départemental et président du congrès, et Jules Otto, le maire de Vieux Habitants. Ils seront nos invités. Une actualité que vous pouvez par ailleurs consulter sur notre site internet guadeloupe.lapremière.fr dès maintenant. Dans l'actualité, il y a aussi cette première en Guadeloupe. L'Université des Antilles a lancé le premier plateau technique pour bâtiments durables en milieu tropical, le BEBOS Dome pour bâtiments à énergie positive dans les dômes. Un outil au service des acteurs de la transition énergétique. Ce plateau technique permettra de définir des services adaptés à nos environnements pour des pratiques constructives en climat tropical humide. Michel Geoffroy, le président de l'Université des Antilles, nous en dit un peu plus au micro de Bruno Panciot-Villon. Il s'agit d'un projet phare pour l'Université des Antilles, mais plus largement pour la Guadeloupe, qui arrive aujourd'hui à maturation, qui a été mûrement réfléchi pendant plusieurs années et qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est-à-dire mieux construire et si possible arriver à des bâtiments plus économes en matière d'énergie, voire à énergie positive. C'est un projet qui est porté par un professeur de l'université qui est accueilli par un laboratoire de recherche de l'Université des Antilles, un laboratoire en géosciences. À terme, il s'agit que l'ensemble du territoire puisse bénéficier, donc notamment des logements sociaux, mais pas uniquement, puisse bénéficier des avancées technologiques qui seront le fruit de ces recherches et de ces expérimentations. Notez en bref cette nouvelle interdiction de consommation de l'eau du robinet à Sainte-Anne, à Saint-François et à la Désirade. L'ARS a relevé la présence d'aluminium dans l'eau, une interdiction qui concerne plus particulièrement les enfants de moins de 10 ans et les personnes dialysées. Par conséquent, l'eau ne doit pas être consommée ni pour la préparation des aliments et le brossage des dents. Et puis en ce jeudi 8 juin, la concentration en sulfure d'hydrogène sur les sites de Cap-Esther de Marie-Galante, du Lagon de Saint-François, de Beau-Séjour à la Désirade et Grand'Anse à Terre-de-Bas dépasse largement le seuil de 1 ppm en moyenne sur 24 heures. Les algues sargasses doivent être enlevées sous 48 heures et il est recommandé au public de se tenir éloigné des zones affectées. Et puis, fin de l'épisode de pollution de l'air en particules fines, PM10. Les niveaux de particules fines PM10 devraient passer en dessous des 50 microgrammes par mètre cube. Face à cette prévision, la procédure d'information et de recommandation est donc levée. On repasse donc au vert. Ils étaient près de 17 000 élèves du CP à la 6e à participer au concours académique de calcul mental. 26 élèves des écoles de Bémao étaient dans l'enceinte de Guadeloupe la première pour tenter de faire le meilleur score et participer à la phase finale. Au programme, une quinzaine d'exercices, des calculs mentaux et des problèmes à résoudre. Un championnat qui rencontre toujours autant de succès, comme nous l'explique Gilles Lecurieux, inspecteur de l'éducation nationale en charge de la mission académique mathématique. Il est au micro d'Alexandre Oudra et Ronnie Maletti. Ce concours, je dirais que c'est un adolescent qui est né en 2008, qui a grandi, qui a vu ses troupes augmenter. Le nombre d'inscrits a atteint cette année 17 000 élèves sur à peu près 24 000, un peu moins de 24 000 élèves dans le privé et le public. Donc, écoutez, il est en train de s'installer et il poursuit son installation. L'idée étant de travailler les automatismes, de redynamiser l'enseignement des mathématiques et finalement faire aimer mathématiques avec non-crainte et plutôt plaisir. C'est important que nos élèves, qui seront nos citoyens de demain, puissent
avoir des armes, des outils pour avoir une capacité de libre arbitre, d'analyse des informations, notamment quantifiées quand on parle de chiffres, qu'ils trouvent sur Internet à l'ère des réseaux sociaux et des fake news. Donc les mathématiques participent de ce combat. Un mot de sport et du foot, c'était un peu Noël avant l'heure à la Juventus de Sainte-Anne. Lorina Fazer, la très jeune milieu de terrain de l'équipe féminine du PSG, a fait une dotation d'équipement au club. La très récente meilleure joueuse espoir du championnat de France de D1 féminine, d'origine guadeloupéenne, a ainsi voulu rendre hommage à la commune d'où son père est originaire. Voyez le reportage de Rémi de France et Daniel Kérin. Une opération de séduction qui aura comblé les jeunes footballeurs U6 à U13 de la Juventus de Sainte-Anne. 130 enfants qui auront reçu l'équipement complet de l'apprenti footballeur, de quoi leur donner le sourire et des rêves pour la suite de leur carrière. J'ai bien aimé les habits qu'elle m'a donnés. C'était gentil de sa part. Ça me fait plaisir, mais bon, il y a aussi avec le stress, en me disant que je voudrais être comme elle bientôt. C'est incroyable d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, franchement. J'ai pas vu jouer, mais si elle est sélectionnée, c'est qu'elle doit très bien jouer, je pense. C'est la Titi parisienne, surnom de Lorina Fazer, qui a organisé cette dotation. Son papa est un peu à l'origine de ce choix. Bon, au début, on avait décidé notre club. Après, ils ont vu avec moi. J'ai dit, bon, comme moi, je suis de Sainte-Anne, on va voir avec la Juventus. Lorina Fazer, vous ne la connaissez peut-être pas. Elle est pourtant aujourd'hui une des espoirs du football féminin. Milieu de terrain du PSG, elle était même l'année dernière la capitaine des Bleus en U20 lors du mondial au Costa Rica. Une source d'inspiration pour le foot guadeloupéen. Dans le football masculin, je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui inspirent déjà les jeunes. Donc moi, ça serait plus dans le football féminin et j'espère qu'elles pourront s'inspirer et puis pouvoir suivre aussi ce que j'ai fait. Et l'aventure continue, elle vient d'être présélectionnée en équipe de France pour participer à la Coupe du monde de foot féminin qui se déroulera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. On lui souhaite bonne chance avec les Bleus. Place au focus du jour. Et dans ce focus, je vous le disais un peu plus tôt, on revient sur ce 17e congrès des élus de la Guadeloupe. 2 résolutions ont été adoptées hier. La première résolution concerne les 153 préconisations réparties en 3 blocs, les conditions du développement économique, l'épanouissement humain et le développement territorial. La deuxième, la mise en place d'un processus d'évolution institutionnelle. 2 invités dans ce focus sur le 17e congrès des élus. Guy Losbar, le président du département et président du congrès. Bonjour. Bonjour. Et nous serons également en direct avec Jules Otto, le maire de Vieux Habitants depuis sa mairie. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, Guy Losbar, d'abord, cette première question, vos 2 résolutions ont été adoptées à l'unanimité. Pour autant, le travail ne fait que commencer. Effectivement, le travail ne fait que commencer, puisque j'ai eu l'occasion de le dire dans mon discours d'introduction, que c'était une étape. Ma très grande satisfaction, c'est une nouvelle méthode, la tenue donc du congrès et que les 153 résolutions soient adoptées à l'unanimité, mais surtout ce processus pour une évolution institutionnelle. Nous l'avions vu, il y a la fusion des 2 collectivités, la carte de l'intercommunalité, une fiscalité spécifique. Et très rapidement, nous allons convoquer une commission ad hoc en début de semaine de manière à pouvoir mettre en place ces différents chantiers, ces ateliers avec, bien sûr, les élus qui composent la commission ad hoc, avec les référents administratifs des collectivités, mais surtout avec les universitaires, nos experts, nos juristes, nos économistes, pour que nous puissions agir très rapidement. Un processus institutionnel pour lequel vous vous donnez 6 mois pour agir. Tout à fait, on se donne 6 mois. On sait qu'il y a tout un ensemble donc, de travaux qui est déjà réalisés. On souhaite que cela soit réalisé en parfaite communion avec la population. Donc, beaucoup de réunions d'information, de consultation, de concertation seront nécessaires. Il va falloir faire preuve aussi donc, de pédagogie pour comprendre cette démarche. Mais nous avons quand même l'expérience des 6 derniers mois écoulés où les 153 propositions sont issues de cette concertation, de cette consultation que nous avons eue avec les différents acteurs.
Jules Otto est avec nous depuis Vieux Habitants. Jules Otto, votre avis sur la question, un vote, 2 résolutions votées à l'unanimité, comme le dit le président, dans la concertation et dans le plus grand calme? Oui, parce que par moment, il me semble que c'est essentiel que l'ensemble des élus guadeloupéens puissent se mettre d'accord sur des sujets qui nous intéressent, qui donnent du sens au pays. Je pense qu'hier, on était dans ce temps-là, mais qui a commencé bien avant. C'est dans le cadre de la commission ad hoc qu'on a travaillé pour définir les 153 propositions, la méthode portée par le président du Congrès, le président du conseil départemental, Guy Losbar. Et puis donc le matin, qui a été très intéressant pour présenter justement les préconisations. Je regrette cependant que le temps de l'après-midi, j'ai eu l'impression, avec un peu de recul, que le temps de l'après-midi, c'est comme si les congressistes voulaient continuer le débat du matin. Parce qu'on était sur des interventions qui correspondaient à des préconisations qui, dans le droit commun, dans le cadre actuel, et que le débat justement, qui va s'enclencher pour la suite, et parce qu'on est là dans quand même des points de vue idéologiques, des points de vue du parti, des points de vue de personnalités politiques qui disent des choses. Il y a eu quelques interventions qui s'inscrivaient dans ce cadre-là, sur la question de la simplification administrative, sur la question d'évolution institutionnelle, et de la question de la carte intercommunale, mais pas suffisante. Et j'avais l'impression, donc, pour ne pas me répéter, que les autres congressistes ont plus inscrit leur intervention dans le cadre de ce qui se faisait le matin. Donc, mais sinon, ça a été un congrès pédagogique. Et ce que je propose, enfin, le président Losbar l'a déjà précisé, que la commission ad hoc doit se réunir, mais il y a un temps de retour, parce qu'on a fait un travail de concertation en direction de la population à travers les sites, à travers les auditions, à travers les villages. Il y a un retour. On va dire, voilà, on vous a écouté. Voilà, donc, même s'ils l'ont entendu, la première étape, c'est une étape de revenir ou discuter pour leur dire, voilà, les conclusions de vos travaux et donner la perspective. Votre avis sur ce que vient de dire Jules Otto? Tout à fait, je partage tout à fait ce point de vue. Même s'il y a eu 30 interventions, on a pu voir sur les questions institutionnelles ou autres, il y a encore beaucoup de choses à se dire. Et puis là, nous entrons dans cette démarche. J'ai eu l'occasion d'expliquer que le support donc, du Congrès sera diffusé à l'ensemble de la population pour que chaque Guadeloupéen puisse s'en imprégner, puisse critiquer, compléter les 153 propositions, mais surtout que chacun, nous puissions être dans cette dynamique de changement, dans cette dynamique d'évolution. Donc d'où la nécessité de faire beaucoup de débats, beaucoup de réunions, et avec le concours de nos experts, nous avions initié lors de la commission ad hoc une méthode qui a consisté à ce que sur chaque thème, nous avions des binômes ou des trinômes qui travaillaient, donc les élus avec des référents administratifs ou des experts. Je pense que nous allons poursuivre cela, puisqu'il y a à peu près 7 ateliers qu'il va falloir constituer, bien sûr, avec la contribution donc, des élus, des administratifs et de nos universitaires. Donc, très rapidement, nous allons les rencontrer. En tout cas, moi, je vais provoquer une réunion de la commission ad hoc lundi ou mardi pour que nous soyons d'accord sur cette méthode et définir un calendrier. Sur les 153 préconisations, les congressistes qu'on peut qualifier de l'opposition n'ont pas manqué de rappeler que 75% d'entre elles demandent un accompagnement fort de l'État. Vous êtes confiant sur la mise en place de ces préconisations, de ces résolutions? En tout cas, ces 153 propositions, c'est le fruit d'une concertation. Nous sommes très lucides. Nous savons très bien que l'État ne va pas adopter les 153 propositions. Mais je crois que l'après-midi, lors de la présentation de M. Maragnès, nous avons pu constater aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments que nous évoquons, mais qui sont déjà appliqués dans d'autres territoires d'outre-mer. Donc là, il s'agira pour l'État de prendre ses responsabilités. Il y a d'autres préconisations qui vont nécessiter un accompagnement plus approfondi donc, de l'État. Et puis, nous sommes aussi donc, des élus responsables. Il y a certaines préconisations que nous devrions mettre en place au sein des collectivités existantes. Jules Otto, vous partagez cet avis? On sent quand même qu'il y a une petite réticence, quelques doutes et même un petit partage de la gauche sur ce problème.
Non, mais sur la question des 153 préconisations, sur ce sujet-là, c'est un travail, on va dire, co-construit, c'est un travail productif entre les élus, la population et puis les personnes ressources. Il n'y a pas trop de sujets. La vigilance qu'on doit avoir, c'est, au-delà de la commission ad hoc, c'est qu'il y ait un outil qui nous permet de suivre et d'évaluer. Donc peut-être un comité de suivi, mais le président verra les modalités, mais il me semble qu'il y a des propositions, il y a des préconisations, il faut qu'on soit vigilant sur la mise en œuvre. Il y a des choses qui se font déjà dans d'autres territoires des Outre-mer, il y a une application à mettre en place, mais il faut que derrière, on puisse mettre en place un comité de suivi et des indicateurs et des critères d'évaluation pour voir comment on avance, même si on sait que certaines propositions, l'État peut-être ne va pas accepter, mais il y a aussi des marges de manœuvre chez nous. Et je profite pour dire au président, je connais l'implication du président Guy Losbar sur la question de la gouvernance concertée, mais aujourd'hui, cette gouvernance concertée reste encore timide et on ne peut pas aller interpeller l'État sur plus d'efficacité de politique publique que si nous-mêmes, Guy vient de le préciser, on a des efforts à faire au niveau local, de faire en sorte qu'au niveau de nos politiques publiques, entre les collectivités, entre les EPCI, entre la région et les départements, que les choses soient encore plus efficaces. Parce que si on est exemplaire, l'État sera aussi exemplaire avec nous. On va conclure avec vous, Guy Losbar. Oui, effectivement, il faut donner beaucoup plus de cohérence à l'action politique. Et c'est une très bonne chose que l'ensemble donc, des élus, maires, départementaux, régionaux et les parlementaires aient validé ces 153 propositions, ce qui nous donne beaucoup plus de force auprès de l'État. Mais en termes de cohérence, c'est pour cela que nous avons tenu dans les résolutions que les parlementaires puissent défendre ces résolutions, quelle que soit leur appartenance politique. Là, il s'agit de la Guadeloupe. Avant tout, c'est l'intérêt supérieur de la Guadeloupe qui doit être mis en avant. Alors, donc, tout le monde va dans le même sens. Merci Jules Otto, merci d'avoir été avec nous en direct depuis votre mairie de Vieux Habitants. Et merci président Guy Losbar d'avoir été avec nous sur ce plateau. Place à Génération 2000 maintenant. Dans ce nouveau numéro de Génération 2000, nous sommes allés à la rencontre de Luigi Nertombe. Ce moulin âgé de 30 ans œuvre à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi au sein de l'association Objectif Insertion. Motivé et investi, il met toute son énergie à la préparation de Blocage Jeunesse, un événement alliant sport et insertion. Génération 2000, c'est avec Jessie Blanquet, Bruno Pensio-Villon et Jean-Luc Élysée. Objectif Insertion, Luigi Nertombe connaît bien cette association située au Moule. Il y a décroché un contrat à durée déterminée depuis 3 mois. La diversité de ses missions et des publics qu'il côtoie le conduit à aider des hommes et des femmes sans formation ou encore sans qualification à se projeter sur un projet qui leur correspond. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir apporter une solution à toute personne, aux moins jeunes, aux femmes qui sont chez elles et qui justement ne peuvent pas se former, à tous les plus de 25 ans, parce que généralement en fait les plus de 25 ans, ils pensent qu'on les a oubliés, ils pensent qu'on les a mis de côté en fait. Et non, nous on propose justement Impulsion pour un parcours gagnant qui leur permet de pouvoir s'insérer, de pouvoir proposer leur projet à nos CIP et de pouvoir concrétiser justement leur projet jusqu'à l'insertion professionnelle. Une activité bien éloignée de son projet professionnel initialement, et pourtant, le stage post-Covid effectué ici a été concluant. Il a su faire ressortir son empathie, son engagement et son envie d'accompagner à son tour. Je ne pense pas que j'étais forcément destiné à travailler dans l'insertion professionnelle. C'est une opportunité que Mme Patricia Guillaume m'a donnée, c'est la directrice d'Objectif Insertion. Et je lui en remercie beaucoup. Et je pense que j'ai toutes les qualités requises pour pouvoir exercer cette fonction en fait, puisque je suis un très bon communicant, j'ai beaucoup de force de proposition d'idées en fait. Donc je propose pas mal d'idées pour justement toujours être à la page. Et dans sa boîte à idées, le Blocage Jeunesse prévu le 1er juillet prochain. Un événement alliant sport et insertion qui lui tient à cœur et en phase avec ses valeurs. J'ai fait cette proposition à ma directrice et elle a répondu favorablement. Donc c'est moi qui est dans... En fait, je suis coordinateur de cet événement en fait. Donc je cherche pas mal d'entreprises pour pouvoir m'aider. Votre directrice, c'est ma débutant à faire là. Enfin, il y a un bout là. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Justement, je dois me rendre dans le bourg pour aller justement faire un petit affichage, aller récupérer justement les dons par rapport au Blocage Jeunesse pour voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas,
pour voir justement quelles demandes on doit faire ultérieurement. Lorsque vous faites des actions pour les jeunes, il faut quelqu'un qui puisse avoir suffisamment d'énergie, de dynamisme et qui puisse mobiliser au maximum de partenaires pour nous suivre, parce qu'on ne peut pas faire un projet comme ça seul. Il faut des gens qui puissent nous accompagner sur l'organisation et sur quelle stratégie mettre en place réellement pour pouvoir communiquer au maximum et faire venir les jeunes vers nous. Luigi porte bien son surnom à Les Verts. Quel que soit le retour de ses interlocuteurs, il fait preuve d'abnégation et ne retient que les victoires. Je vous remercie. C'est bon pour vous? C'est suffisant? Oui, bien sûr. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Et on remercie encore Carrefour Market. Il n'y a pas de problème. À très bientôt. Bon courage. Merci. C'est une très bonne satisfaction de savoir que Carrefour Market nous a suivis. Et voilà, pour moi, c'est une première victoire en fait. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il poursuit sa mission en allant à la rencontre des jeunes, sa cible principale. Justement, le blocage jeunesse, c'est moi qui ai organisé ça. Merci. Donc voilà, donc c'est ça qu'on a organisé pour ces petits jeunes là. Après longtemps, on futsal pour faire un gymnase là. Donc justement, moi encore organisé, c'est vers la ville. Vous comprenez, à l'ancienne ça a déjà fait, mais l'autre ça vaut bien fait. Créer cette opportunité pour eux, leur ouvrir justement des possibilités, leur montrer que justement ce n'est pas fermé. C'est pas fermé parce que généralement quand on est là en fait on pense que rien ne nous est acquis, qu'on n'a pas de droits et moi avec Impulsion pour un parcours gagnant, je leur montre que justement ils ont des droits s'ils habitent dans les quartiers prioritaires. Ils en ont et moi je vais leur donner l'information en fait. C'est ça, c'est le savoir qui est tout. Issu lui-même d'un quartier difficile, il sait ô combien l'importance de l'approche pour emporter une écoute et une adhésion. Ok, vous pouvez mettre ça sur statut, ma famille là, pas de problème. Oui, mais c'est important. Il y a Carré même, Carré. Allez, bloc à jeunesse, c'est bientôt au gymnase du Moule. Allez, retour de notre maquette parole de la semaine. Il s'agit de Sonny Rupert avec son livre « 7 ignames brisés, qu'est ma terre natale ». Nous qu'a coûté des Moaï et puis Missier Manogombo. Quand tout nègre en Guadeloupe, je dis moi, Timon, si on zozio à Goua, sans faire des autres, en doucine, déposer un grain de sel en boutaké et c'est quand ce là a été coupé, pas même gouillé, il peut que gouillé. Et c'est sur ces mots que s'achève ce journal de 13h. L'info revient dès 19h avec Christelle Théophile. Je vous retrouve demain à 13h. Bon appétit à tous.